actuellement nous sommes mis en examen, il y a des faits qui nous sont reprochés, c'est-à-dire que, comme il a expliqué, fabrication d'engins explosifs, transport d'engins explosifs, et comment et jet d'engins explosifs. Et en fait, on a 3 chefs d'inculpation, on va dire. C'est-à-dire que tous les gens qui sont là, ils seront mis en examen par rapport à ce qui s'est passé à l'ambassade. C'est l'histoire de l'ambassade. Le juge d'instruction n'a manifestement pas l'intention de le remettre dehors. Il s'abrite toujours sur les motifs que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le risque de concertation, le risque de réitération, c'est-à-dire de recommencer ce genre de fait, alors que manifestement il s'agit d'une action parfaitement ponctuelle. Nationnelle et culture. Cheikh Anta Diop dit ceci. Nous menons et on mène contre nous le combat le plus violent même que celui qui a conduit à la disparition de certaines espèces. Nous menons et on mène contre nous le combat le plus violent même que celui qui a conduit à la disparition de certaines espèces. Et avant cela, j'aimerais juste vous refaire un petit point pour introduire la conférence de ce soir. C'est-à-dire vous rappeler que Rex Kazadi a fondé avec Patrick Lizébé le PPK, la Patriote du Congo, une association loi 1901 qui milite pour la justice et la paix au Congo. Dans ce cadre, nous avons initié et pris part à différents types d'actions pour défendre les intérêts du peuple congolais à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire. Ces actions ont été de diverses formes. Ça pouvait être des marches, comme la marche contre le viol des femmes en République démocratique du Congo, qui s'est tenue du 30 juin au 14 juillet 2011. Il y a eu aussi l'intervention de Rex et de Patrick à la Commission européenne, à Bruxelles. Et il y a eu également la campagne de sensibilisation contre les biens mal acquis, notamment ceux de François Mwamba. Enfin, au mois de septembre, il y a une action qui concernait des protestations contre la venue de M. Kagame. Donc toutes ces actions convergent vers un seul sens, celui de protester contre les exactions qui ont eu lieu en République démocratique du Congo, et notamment qui ont été commises par le gouvernement de M. Kabila. Donc je vais laisser la parole à l'avocat. Nous aurons 3 temps suite à cela durant cette conférence. Un temps qui sera dédié à entendre la participation des différents intervenants, du fait de leur implication de près ou de loin dans cette histoire. Un temps qui sera dédié à répondre à vos questions. Et enfin, nous aurons l'intervention du père de M. Rex Kazadi, qui va faire un éclairage sur la situation socio-politique de la RDC et mettre en lumière le lien qui existe entre cette situation et la mise en détention de Rex jusqu'à ce jour, soit bientôt 2 mois. Voilà. Alors, c'est un exercice un peu difficile. Je m'appelle Stansal, je suis avocat. C'est un exercice un peu difficile dans la mesure où je suppose que vous avez entendu parler d'un concept qui s'appelle le secret de l'instruction. C'est-à-dire que lorsqu'une affaire est soumise est à l'instruction devant un juge d'instruction, il est interdit pour les parties, et quand on parle des parties, on parle essentiellement de leurs avocats, de dire ce qu'il y a dans un dossier, de la connaissance qu'ils ont dans un dossier. C'est impossible d'en parler, sinon je violerais une disposition du code pénal et je risquerais à mon tour à la fois des sanctions déontologiques, mais pas seulement, des sanctions pénales du fait de diffuser un certain nombre d'éléments qui figurent dans le dossier d'instruction. En fait, les seuls qui ne sont pas soumis à cette obligation, ce sont les personnes concernées elles-mêmes. C'est-à-dire que si M. Kazadi était présent, il pourrait parfaitement dire ce qu'il a dit, ce que les autres ont dit, et tout ce qui concerne le dossier. Par contre, moi, je ne le peux pas. Ce que je peux faire, c'est vous donner des éléments sur la
la situation juridique générale du dossier sans entrer dans les éléments factuels. Alors, ce que je veux qu'ici on comprenne, c'est que effectivement, comme vous le savez, il s'agit d'une action qui a été menée dans un cadre politique, d'une lutte à caractère politique entre votre groupe ou des opposants et le pouvoir en place, représenté par différents éléments. Cette vision d'un combat politique ne peut pas être admis par la société française dans la mesure où on franchit la limite du fait pénal. C'est-à-dire que tant qu'on s'en tient à des opérations de nature, comment dirais-je, médiatique, d'explication, de manifestation, de revendication, tout ça fait partie de la liberté d'expression qui est générale en France. Mais dès lors qu'on porte atteinte soit aux biens, soit aux personnes, on commet une infraction pénale et par là même le droit français l'interdit. Ce n'est pas parce que c'est l'ambassade de la RDC qu'il est possible de venir et de l'attaquer à l'extérieur. Il s'agit là d'une question générale d'ordre public et bien entendu la France ou la République française ne peut en aucun cas accepter que quiconque porte atteinte à des délégations étrangères, quel que soit le niveau moral ou le niveau politique de cette délégation. C'est pour cela que dès lors qu'il y a eu une atteinte matérielle aux locaux de l'ambassade de la RDC à Paris, dès lors, le procureur de la République ne pouvait que saisir un service, et il n'a pas saisi n'importe quel service, puisqu'il a saisi un des services les plus en pointe de toute la police française, puisque c'est la police criminelle du Quai des Orfèvres, et sur fond de quasiment une suspicion de terrorisme à l'encontre de ceux qui avaient opéré ces faits. Alors, toute la question est d'arriver à expliquer qu'il s'agit effectivement non pas d'une action à caractère, comment dirais-je, frauduleux ou à caractère voulant porter atteinte aux personnes, mais qu'il s'agissait d'un mode de combat pour attirer l'attention sur une situation politique. Alors, c'est effectivement ce qui est le plus difficile dans ce genre de dossier, c'est-à-dire de ramener cette affaire sur le plan où elle devrait se trouver, c'est-à-dire sur le plan de l'expression politique, en soulignant qu'effectivement, s'il y a eu dégradation, elles sont restées tout à fait mineures, et que s'il y a eu effectivement le jet d'engins incendiaires, il ne s'agissait pas d'engins explosifs, il ne s'agissait pas d'engins d'une sophistication telle qu'elle aurait pu mettre en danger la vie des personnes, même si le simple fait de mettre le feu ou d'envoyer des objets incendiaires peut constituer effectivement un danger potentiel. Quant au jet de pierres ou de pavés sur les locaux, ceci, encore une fois, reste dans le domaine de l'atteinte peu importante aux biens. Mais encore une fois, cette affaire est partie sur une suspicion quasiment de terrorisme ou de volonté de se comporter en terroriste. Alors, tout le travail qui est fait, qui doit être fait par les différents avocats qui vont intervenir dans cette affaire, c'est de replacer cette action sur le terrain où elle doit se trouver, c'est-à-dire sur une action à caractère politique, avec des objectifs politiques et pas autre chose. Alors bien entendu, il y a une attitude de la part à la fois du juge et à la fois des autorités en général qui refusent
qu'on glisse sur ce terrain et entendent maintenir le dossier sur le strict plan pénal, c'est-à-dire de l'atteinte faite par un groupe de personnes aux locaux et potentiellement aux personnes de l'ambassade de RDC. Alors, ils ont réussi pour l'instant, et je pense que vous aurez l'occasion un peu plus tard dans la soirée de le comprendre, ils ont réussi à identifier un certain nombre de participants dans cette affaire. Ils ont manifestement l'espoir et la volonté d'identifier l'ensemble des personnes qui, de près ou de loin, auraient participé à cette action. Et en ce qui concerne le rôle plus spécifique de M. Kazadi, que je défends, eh bien, comme vous le savez, lui se trouve à l'initiative de cette affaire et avait effectivement ce qu'il a reconnu, puisqu'il assume sa participation, a reconnu effectivement ce qu'il avait fait et en quoi il avait participé à l'action en question. Alors maintenant, il y a un certain nombre de personnes qui ont été interpellées, plus exactement, pour la plupart, qui se sont présentées spontanément, ce qui a été une très bonne chose, dans la mesure où les gens sont venus et ont assumé, pour la plupart avec les difficultés que ça peut poser, mais ont assumé leur rôle et leur participation. Ces personnes ont été laissées en liberté pas rentrer dans les détails, mais soit par le juge d'instruction lui-même, soit par le juge de liberté et de la détention, alors qu'il y avait un mandat de dépôt qui était requis contre eux également, soit même par la chambre de l'instruction qui a remis en liberté l'une des personnes qui avait été arrêtée en même temps que M. Kazadi. Alors, aujourd'hui, reste en détention M. Kazadi, sous des motifs qui sont parfaitement, à mon sens, qui n'ont plus de sens. Dans la mesure où 6 personnes qui ont participé à cet acte ont été remis en liberté, vouloir empêcher des concertations frauduleuses par sa détention m'apparaît ça ferait sourire s'il n'était pas en prison. Dans la mesure où les gens étaient libres avant qu'ils rentrent en prison, étaient libres quand ils ont été en prison et sont libres après avoir été entendus, je ne vois pas en quoi on peut craindre une concertation quelconque, et d'autant que les faits sont pour l'essentiel reconnus. Pour l'essentiel, bien sûr, on peut toujours trouver tel ou tel détail, telle ou telle chose qui ne serait pas totalement conforme à la réalité, mais ça relève plus du détail que de l'essentiel de cette action. Alors, en ce qui concerne M. Kazadi, il a déposé une demande de mise en liberté, de manière à pouvoir bénéficier de la même attitude de la justice que les autres personnes qui ont participé à cette action, et le fait qu'il soit porte-parole n'implique pas une responsabilité supérieure à celle, sur le principe, de ceux qui ont participé à l'action, en tout cas du point de vue pénal, ça n'implique pas une aggravation de la responsabilité. Donc il a déposé une demande de mise en liberté. Le juge d'instruction n'a manifestement pas l'intention de le remettre dehors. Il s'abrite toujours sur les motifs que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le risque de concertation, le risque de réitération, c'est-à-dire de recommencer ce genre de fait, alors que manifestement il s'agit d'une action parfaitement ponctuelle, et ces arguments ne sont pas, à mon sens, valides. Alors, pour que vous compreniez, sans vouloir vous faire un cours de droit pénal plus complet, cette décision du juge d'instruction est d'abord soumise au juge des libertés et de la détention. Avec un peu de chance, nous devrions retomber sur le même juge qui a remis en liberté les différentes personnes qui avaient été présentées devant lui. Et s'il est cohérent avec ce qu'il a fait la semaine dernière, il devrait,
accepté de remettre en liberté M. Kazadi. Mais parfois la justice, c'est difficile à suivre, et parfois ce qui apparaît à un esprit de bon sens comme la cohérence, eh bien dans l'esprit d'un juge, c'est parfois pas le cas. Donc nous verrons avec le juge des libertés, manifestement d'ici la fin de la semaine, si on peut obtenir sa remise en liberté. Dans le deuxième temps, si celle-ci est refusée, il y a la possibilité de faire appel de cette décision et de venir devant la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, qui juge en appel ce genre de situation et qui décidera si effectivement M. Kazadi doit rester en détention ou ne doit pas rester en détention pour encore dans les semaines qui viennent. Voilà la situation juridique que nous nous trouvons. Le seul élément également dont je peux parler, c'est que les personnes qui ont fait l'objet d'une mise en liberté ou d'un maintien en liberté plus exactement par le juge des libertés et de la détention la semaine dernière, il y a eu un appel du parquet. C'est-à-dire que cette situation va être à nouveau évoquée par la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris. Là aussi, il y a parfaite incohérence à faire appel en arguant d'éléments qui sont contraires à la réalité, c'est-à-dire des personnes qui se sont présentées, qui se sont expliquées et pour lesquelles la détention ne se justifie en rien, mais ça sera également un travail qui sera fait par les différents avocats le moment venu, lorsque l'affaire sera appelée à la Chambre. Voilà ce que je pouvais dire, je crois, sur la situation globale du dossier et de la situation personnelle de M. Kazadi, sans enfreindre les règles qui valent sur le secret d'instruction, c'est-à-dire le contenu même du dossier et des déclarations des uns et des autres. Si vous avez des questions ou des choses qui ne seraient pas claires, je suis à votre disposition pour vous les éclairer dans la mesure de mes moyens. Tout est clair? Pardon? Je dois vous dire que, à ce propos, je crois qu'il est très important, et j'en ai parlé avec la famille de M. Kazadi, que les autorités françaises aient le sentiment que cette incarcération n'est pas acceptée par la communauté congolaise et que, bon, là c'est le premier pas de cette réunion de plus d'informations, mais je crois que ceux qui le voudront pourront utilement engager des mouvements de protestation ou des rassemblements pour effectivement souhaiter et manifester pour la libération de M. Kazadi, sans bien entendu qu'il n'y ait ni atteinte aux biens, ni atteinte aux personnes, et que tout ça se fasse dans le cadre des lois françaises qui permettent effectivement de se rassembler et de manifester, soit devant le palais de justice, soit sur des endroits à proximité, de manière à manifester le souhait de voir M. Kazadi retrouver la liberté et pouvoir rejoindre ses proches et ses camarades. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. En fait, je voulais juste savoir quand est-ce que l'ex sera libéré. C'est comme le fût du canon, dans un certain temps. Mais c'est la blague du fût du canon. Combien de temps met un fût du canon pour se refroidir? Un certain temps. Donc quand est-ce qu'il va sortir? Dans un certain temps. Mon rôle et mon travail est de le faire le plus rapidement possible, bien entendu. Mais disons que ce n'est jamais l'avocat qui décide. Et s'il pouvait fixer les choses, en fait, on n'aurait pas besoin de lui. Mon travail et mon rôle est d'essayer d'influencer et de parler à qui de droit pour essayer que cette libération se fasse dans les meilleurs délais. Je ne peux pas être plus précis que ça. Excusez-moi, en fait, au pire, dans le pire, en fait, qu'est-ce
Qu'est-ce qu'il en court? Ah, qu'est-ce qu'il en court? Au pire. Ah oui, non, mais les qualifications pénales qui ont été retenues sont gravissimes. C'est-à-dire qu'il y a un décalage absolu entre les qualifications pénales qui sont retenues à son encontre et la réalité de ce qui a été fait. Si je vous dis que par les qualifications pénales qui ont été retenues, il risque 10 ans d'emprisonnement, je n'aurais pas fait beaucoup avancer la chose, dans la mesure où effectivement on a qualifié d'engin explosif le fait de mettre de l'essence dans une bouteille de bière. Je pense que c'était tout sauf un engin explosif. Mais les qualifications pénales de fabriquer un engin incendiaire ou explosif sont faites pour réprimer des mouvements qui mettraient gravement en cause l'ordre public et donc sont réprimés très sévèrement. Et donc les peines encourues sont de 10 années. Bien entendu, personne n'imagine que pour un fait pareil, ni de près ni de loin, on s'approche de ce centaine. Et du point de vue juridique, effectivement, il en court 10 ans d'emprisonnement. Je voulais savoir en fait, parce qu'on se pose tous la question, sachant que voilà, il y a un groupe de pression et que BPK c'est un groupe de pression, on se pose la question si c'est pas le gouvernement congolais qui met la pression au gouvernement français pour maintenir Rex en prison. Là, je me fais une observation en tant que citoyen. Il apparaît, quiconque lit un petit peu les journaux, que manifestement le gouvernement français a choisi M. Kabila. C'est clair, je pense, pour tout le monde ici, et ça apparaît clair pour quelqu'un de français comme moi qui ne connaît la situation que par les journaux. Est-ce que cette affaire est à ce point repérée et identifiée par les autorités au point qu'il y ait des pressions sur le Quai d'Orsay et puis que ça remonte la chaîne de décision jusqu'à la situation de ce dernier, c'est possible. Et encore une fois, je ne le sais pas, je n'en ai pas la preuve. Il faut croire que la décision de faire appel, par exemple, sur la remise en liberté des 4 personnes qui ont été présentées, ce n'est pas la décision du parquet qui était là ce jour-là. Manifestement, c'est remonté plus haut. Jusqu'à où? Mystère. Vraiment mystère. S'il vous plaît, maître. Oui. Donc en fait, là, si je me fie à ce que vous venez de dire par la suite, donc en fait, c'est le procureur qui a fait appel de la décision. Ben, c'est ça. Le fait de faire appel n'est pas une décision du substitut. On dit un substitut, c'est-à-dire la personne qui représente le procureur de la République, qui est à l'audience. Le parquet est quelque chose de hiérarchisé. Ça monte différents degrés jusqu'à la justice. La question, c'est sûr que c'est une autorité au-dessus de celui qui était à l'audience qui a pris la décision de faire appel. Jusqu'à où c'est monté, ça c'est très difficile de savoir. Donc ils devraient repasser en jugement en section. Ils devront repasser devant une autre juridiction qui décidera de confirmer ou d'infirmer la décision du juge. C'est vraiment purement répressif. En fait. Écoutez, le droit français préserve cet élément qui est fondamental, qui a toujours ce qu'on appelle un double degré de juridiction. C'est-à-dire toute décision en France peut en faire appel. Alors c'est très favorable aux droits, les droits, à vos droits, c'est-à-dire dès qu'il y a une décision qui ne vous plaît pas, vous pouvez en faire appel. Mais le pendant de ça, c'est que le procureur aussi peut faire appel. Vous avez le droit de faire appel, il s'agit d'un droit essentiel pour la défense, mais si vous donnez un droit à la défense, vous devez le donner aux autorités. Donc, il a utilisé ce droit. Ce qui est inconnu, c'est à quel niveau c'est remonté. Mais en sachant en fait que tous les individus ont reconnu les faits, pourquoi ne pas juger et de fixer des peines en fait?
Parce que, d'abord, la peine et le fait d'être détenu n'a normalement rien à voir avec le fait de reconnaître ou pas reconnaître. Parce que ça serait une drôle d'idée de penser que si je ne reconnais pas, je vais en prison, si je reconnais, je ne vais pas en prison. Ce serait une drôle d'idée. Ensuite, ce que vous devez comprendre dans le système, c'est que la décision de détention provisoire est déconnectée de l'instruction de l'affaire. Les raisons qui font que l'on met quelqu'un en prison sont normalement déconnectées des raisons de ce qu'il a fait, sauf si, bien entendu, il s'agit de faits particulièrement graves. Une personne qui tue plusieurs personnes, il y a une connexion. Disons, quand il s'agit de faits moins graves, normalement, ces deux choses ne sont pas reliées. Ensuite, pour répondre à la deuxième partie de votre question, pour juger une affaire, il faut qu'elle soit en état d'être jugée. C'est-à-dire que l'on sache qui a participé et qu'est-ce qui s'est passé. Exactement. Tant que l'on n'a pas terminé l'instruction de l'affaire, c'est pour ça que l'affaire est à l'instruction, on ne peut pas juger une affaire. On ne juge rapidement que les affaires très simples. Si je viens et je me sauve avec ce livre de cette salle, c'est une affaire simple, j'étais seul au bureau, j'ai pris un livre, je suis parti, je suis un voleur, on peut me juger immédiatement. C'est ce qu'on appelle les comparaisons. Dès lors que c'est plus compliqué, eh bien on prend le temps. Il y a eu des aveux. Oui, mais ça n'a, encore une fois, ça n'a rien à faire, rien à voir avec le fait que ça aille vite ou pas vite. Ce qui fait que ça va vite ou pas vite, c'est le fait que l'affaire est entièrement élucidée et qu'on sait exactement ce qui s'est passé, pourquoi, comment et par qui. Tant qu'on n'a pas répondu à ces questions, l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Donc on attend. Maintenant, pour vous dire, comme avocat, je ne suis pas sûr que la précipitation en matière de justice soit une bonne chose. Parfois, il est bon que ça prenne du temps. Et plus tard on le jugera, mieux ce sera. Donc avant qu'une personne pose une question, on va juste un peu changer le mode de fonctionnement. C'est-à-dire que si vous avez une question à poser, il faudra demander le micro qui vous sera attribué bien évidemment. Et comme ça on pourra avoir une répartition équitable de la parole. Donc on va aller vers le fond parce qu'il y avait une question avant. Bonsoir. 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 En fait, je suis au Sénégalais et je suis là en tant qu'Africain. Parce que j'estime que cette Je ne affaire. vous entends pas, excusez-moi. En fait, je suis au Sénégalais, mais je suis là en tant qu'Africain. Parce que j'estime que cette affaire concerne tous les Africains en général, surtout pour les hommes. Donc, moi, ma question, c'est par rapport au quantum de la peine. Donc, au cas où vous, en tant qu'avocat, vous réussissez à requalifier les faits, c'est-à-dire en passant d'acte de terrorisme à un acte de fait politique, quel soit le quantum de la peine exactement. Et en plus, est-ce que, au cas où vous ne réussissez pas, est-ce que le gouvernement congolais est capable de demander qu'il soit extradé? Alors, extradé, certainement pas. Dans la mesure où il faudrait, pour que les personnes soient extradées, il faudrait que le gouvernement ou la justice congolaise soit compétente pour juger de ces faits. Alors, comme ce sont des faits qui ont été commis en France et qui sont poursuivis en France, il n'existe pas normalement de possibilité de juger une deuxième fois des faits dès lors que le pays dans lequel ils ont été commis les a poursuivis. Donc, et dès lors que l'on ne poursuit pas les faits là-bas, il n'y a pas de condamnation là-bas et il n'y a pas de possibilité d'extradition. Mais ça, je parle ça du point de vue strictement juridique. En ce qui concerne la peine, la réponse ressemble à celle que j'ai faite tout à l'heure à la dame qui m'a demandé quand est-ce qu'il allait sortir. La réponse est très difficile dans la mesure où effectivement, selon que l'on envisagera cette affaire comme un acte de terrorisme et une atteinte grave ayant pu éventuellement causer la mort de personnes, ou que l'on considérera ça comme une action politique qui n'a fait que briser quelques verres, quelques vitres et brûler un bout de moquette, effectivement on passe de condamnation de plusieurs années à quelques mois ou quelques semaines avec sursis.
Mais encore une fois, c'est trop tôt pour le dire et c'est trop tôt pour faire un pronostic. Parce que pour le moment, on est en pleine effervescence et qu'il y a quelqu'un qui est détenu et qu'on garde un petit peu, j'ai du mal un petit peu à utiliser ce terme, mais en otage de la procédure. On en a un, on le tient, on le garde. Voilà. Donc il faut qu'il y ait suffisamment de pression, le disais-je, de la part de la défense et de la part de sa communauté, de ses des gens qui militent avec lui, pour que on cesse de le garder en otage ou en garantie de je ne sais quel objectif judiciaire. Au début de la RDC, donc Rex, c'est un ami d'enfance. Je dois tout d'abord commencer par un petit truc que j'ai fait avec Rex. J'ai organisé le concert du Stade de France, l'Union africaine. Donc Rex, son problème, je pense que c'est politique. Parce qu'à partir du Stade de France, Rex était fiché, c'était prévu pour l'incarcérer. Et moi, comme j'étais organisateur, j'ai fait appel à Rex au Stade de France. Rex s'est vu avec la directrice, Madame Isabelle Poulado. Ils ont discuté, Rex il s'est montré correct. Il a bien dit qu'il n'était pas envoyé, il y avait une association, je crois que c'était une délégation de 10 personnes. J'avais fait ça parce que j'ai craignais que, avec le boycott des combattants congolais, ivoiriens, s'il se passait un truc, il y avait un blessé au Stade de France qui est mort, tout tombait sur Rex. Donc, en tant que Congolais, mon devoir était de laver Rex dans cette histoire. Rex était venu au Stade de France, il avait cette histoire. Et par rapport à ça, je pense que au niveau du problème de l'ambassade, c'est un problème politique. Parce que Rex, ce qu'il a fait là, je ne pense pas que c'est du terrorisme, il a craqué. Parce qu'au niveau, il a fait ça, moi, à mon point aussi, j'ai craqué déjà par rapport à ce qui se passe au Congo. Lorsqu'on balance de l'acide dans les hélicoptères pour brûler les populations qui manifestent contre un président dictateur, on ne peut que craquer et faire n'importe quoi. Donc, si c'est possible, monsieur, je me bien de venir prochainement au jugement, prendre la parole et défendre Rex. Parce que de Rex, il y en a plusieurs aujourd'hui en France, au Zaïre, partout, aux États-Unis. Il y en a des milliers, des centaines. On est beaucoup à devenir des Rex. Voilà. Donc, si Rex n'est pas en prison 10 ans, je pense qu'on sera des milliers à en prison. Donc, Rex aujourd'hui, c'est un homme pour la politique congolaise, Rex c'est un homme à battre. Au niveau de la France, c'est un homme à battre. Et Rex, il est correct. Il a fait des choses proprement, il s'est battu aujourd'hui. Si aujourd'hui le mouvement s'est mis très haut, c'est grâce à Rex. Écoutez, lorsque l'affaire viendra le moment venu devant le tribunal de correction... Moi, je suis prêt à monter un dossier. Et vous rendre un dossier aussi. Lorsque l'affaire viendra le moment venu devant le tribunal correctionnel, il nous sera tout à fait possible de transformer ce tribunal en une tribune. Voilà. C'est-à-dire de faire citer un certain nombre de témoins qui expliqueront les raisons pour lesquelles ce groupe a été amené à envisager... On sera 100 000 alors, je pense. On sera 100 000, moi je vous promets, on sera 100 000. Mais je veux dire, je donne ma parole. C'est pas le problème, malheureusement, le problème ne se pose pas comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est arriver à le faire sortir de prison. Il sortira de prison, je vous promets. Mais le plus tôt possible, voilà. Et c'est mon travail. Voilà, bon, ben écoutez, bonsoir. Merci. Et, merci. Voilà. Là, vous m'entendez? Bonsoir à tous. Je me présente, moi c'est Kéla, membre du BPK, la Patriote Congo, ainsi que certains confrères qui sont ici présents. Et également pour le concerné même, Rex Kazadi. Donc je suis ouvert à toute question vis-à-vis de l'affaire qui nous a emmenés, nous tous ici présents, à nous présenter et à répondre aux questions que la brigade antiterroriste du 36 quai des Orfèvres nous ont interrogées. Je suis ouvert à d'autres questions par rapport à vos questions.
Y a-t-il une question dans la salle? Rebecca, micro, s'il te plaît. Bonsoir à tous. Bonsoir. On est tous au courant de ce qui se passe. Je suis quand même étonné de voir qu'il y a 2 personnes qui ont été incarcérées, mais on parle juste d'une personne. Bon, il y a certains bruits qui courent, mais j'aimerais entendre votre version à vous concernant ces faits. C'est-à-dire les bruits qui courent, il faut être un peu plus précis. Patrick, vous aidez. C'est-à-dire Déjà, je suis étonné de ne pas le voir ici. De ne pas le voir, pourtant il est incarcéré à l'Israël. C'est également le président du PPK. Anciennement président. Oui, anciennement président du PPK. Maintenant, il y a des rumeurs qui courent, comme quoi Patrick aurait... Non. Voilà. Par rapport aux rumeurs qui courent au sujet de M. Zadeh, je vais vous clarifier tout de suite. Il se justifiera de lui-même. Si aujourd'hui il n'a pas pu être présent parmi nous, certainement par contrainte, je pense familiale ou autre, mais auquel cas je ne pense pas que M. Patrick Zadeh se serait défilé vis-à-vis de la communauté congolaise qui lui aurait demandé des comptes. Et concernant vous-même, vos antécédents avec Patrick, qu'en est-il à l'heure d'aujourd'hui? À l'heure d'aujourd'hui, je suis toujours membre à part entière du BPK, toujours actif, toujours en fonction, et si notre association nous demande de mobiliser pour une action quelconque, comme celle-ci de ce soir, en faveur de Rex, je répondrai toujours présent. Maintenant, la prochaine question pour Curtis. Une question. Sinon, on ne pourra pas Curtis, Jimmy et Maurice. J'ai entendu qu'il y avait eu des citations faites par Patrick à votre rencontre. Est-ce que vous pouvez confirmer ou pas? En fait, moi, ce que je voudrais dire bonsoir déjà pour commencer. Par rapport à cette affaire, on va dire, il y a eu énormément de citations faites. Et les précisions, on va dire, elles seront apportées lors de la sortie de tout le monde, lors de la présence de tout le monde, parce qu'il manque des prévenus. D'autres mises en examen ne sont pas là, tels que le vieux Chéli, Odon n'est pas là, il manque Youyou. Donc je pense qu'il y aura plus de précisions quand toutes les personnes concernées seront là. Oui, je le pense. Merci, ingénieur. Cette question-là, je vais en ajouter aussi. Bonsoir. En fait, j'ai pas vraiment. Je sais pas si tout le monde est d'accord, mais j'ai pas vraiment compris l'échange en fait. Parce que ça avait l'air assez secret. Donc, vous avez dit que vous étiez ouvert à toute question. Donc, en tant que membre de la communauté congolaise, on aimerait bien avoir légèrement plus de transparence et de. Si c'est possible. Excusez-moi, je peux essayer de répondre un peu. Ah oui. Je vais essayer de répondre. En fait, je ne sais pas si peut-être d'autres ne comprennent pas. En fait, actuellement, on est mis en examen sur. Je ne sais pas si l'avocat ne vous a pas assez expliqué par rapport à l'ambassade. C'est-à-dire que. Vous, les X2, X5 et X6 dans le papier. X-Men, si tu veux, non. Non, mais sur le papier, c'est pour ça. Ah, ok. Ah, d'accord. Okay. Moi, je suis Z. Donc, on va dire qu'en fait, par rapport à l'incendie de l'ambassade, il y a eu un incendie de l'ambassade. C'est-à-dire qu'actuellement, nous sommes mis en examen. Il y a des faits qui nous sont reprochés, c'est-à-dire que, comme il a expliqué, fabrication d'engins explosifs, transport d'engins explosifs, et comment? Et jet d'engins explosifs. Et en fait, on a 3 chefs d'inculpation, on va dire. C'est-à-dire que tous les gens qui sont là, ils seront mis en examen par rapport à ce qui s'est passé à l'ambassade. C'est l'histoire de l'ambassade. Donc, après, comme je l'ai dit, il manque des personnes. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je ne peux pas dire qui a fait quoi, qui a dit quoi. C'est pour ça que nous, on préfère que vous posiez des questions et nous, on essaiera
de répondre et mettre un peu plus la lumière sur le sujet. Merci. D'accord, merci. Donc votre réponse, c'est la prudence. Je ne vais pas vous étaler là-dessus. D'accord, non, mais je respecte. C'est pas En fait, bonsoir à tous. Moi j'avais une question à poser à vous tous, en fait, à vous 5. Même ma voix elle porte déjà. Je voulais savoir en fait c'est quoi le rôle de chacun. Et non, c'est bon. Et pourquoi vous êtes dehors aujourd'hui et par ex en fait. Parce qu'en fait c'est la même affaire. Et vous êtes là et par ex. Parce qu'en fait je pense que quand on se fait juger pour la même affaire, on est tous jugés en même temps. Et pourquoi aujourd'hui Rex n'est pas là avec... Parce que l'avocat ne pouvait pas nous dire davantage. Vous qui étiez accusé, qui étiez là, pouvez nous dire ce qui s'est passé au jugement. Pourquoi ils ne veulent pas libérer Rex en fait. Voilà ma question. À tout le monde en fait. Pour répondre à la question, moi je pense que d'abord, il faut nous poser la question pourquoi il y a eu séparation. Donc le commencement, c'est qu'on a reçu, on a vu, tout le monde a entendu qu'il y a eu des morts ce jour-là. Donc nous, on voulait envoyer un message fort à la communauté congolaise. Donc c'est pour ça qu'il y a eu, cet événement. Et pour notre frère, Rex, je pense que c'est plus haut. Il y a des choses qu'on ne peut pas tenir. Vous voyez? Donc pour nous, le cas de notre frère Rex, c'est vraiment le gouvernement français qui veut le maintenir. Parce que Rex est un grand combattant. Et je pense que toutes ces idées, la France trouve qu'il menace et il dérange le gouvernement en place. Donc d'où pourquoi vous voyez que nous on est sortis et que lui il est toujours maintenu. Je pense que on avait dit la lutte sera longue, la guerre sera longue et populaire. Et vous voyez par rapport à tout ce qu'on a pu faire, où on est arrivé. Et je pense que d'ici peu notre frère sortira. Donc, voilà. Bonsoir. En fait, il faut savoir, le fait que vous ayez été interpellé et convoqué en fait, au commissariat, c'est qu'on vous a rapproché des faits. Et en fait, on veut savoir les faits, c'était quoi et qui a participé, qui n'a pas participé en fait. Enfin, plus d'éclaircissement du choix. Les faits, comme mon frère il l'a cité tout à l'heure, c'était dû en fin de compte à l'incendie de l'ambassade, auquel nous avons été plusieurs personnes en fin de compte à être soupçonnées, parce que ça venait d'abord de l'ambassade, il faut bien le préciser. Parce que lorsqu'il y a eu l'incendie, personne, ni même moi, ni même vous-même, vous pouvez vous douter que l'ambassade de la RDC allait porter plainte ou pointer du doigt Rex Kazadi. Vous comprenez? C'est de là, en fin de compte, elle a commencé leur enquête, parce que notre frère Rex est une personne quand même qui a une influence et une popularité, comme vous l'avez tous remarqué, sinon je ne pense pas que vous serez tous ici réunis pour quelqu'un d'autre, entre guillemets. C'est la raison pour laquelle ils ont d'abord pointé du doigt la personne qui rassemblait le plus de monde, était le plus populaire, avait des actions concrètes et était direct vis-à-vis des personnes que nous tous nous savons aujourd'hui, qui font partie du gouvernement de M. Kabila. Maintenant, suite à l'incendie de l'ambassade ce soir-là, l'enquête a commencé autour de M. Rex Kazadi et du BPK. Ils ont d'abord récupéré un journaliste que nous connaissons tous, M. Roger Bongos, ainsi que Rex, ainsi que le président, anciennement, Patrick Luzédé. Par la suite, enquête se faisant, ils ont dû avoir certains éléments, ou peut-être, comme les bruits les racontars le disent, certaines personnes qui ont commencé un peu trop à baver, on va dire. C'est
procédure tout à fait normale dans le cadre d'une enquête et surtout dans notre communauté que nous connaissons où il y a énormément de Congolais qui ne sont pas fiables. Et c'est à ces personnes-là que j'aimerais bien leur dire deux mots. Si vous êtes des personnes pas fiables, s'il vous plaît, il y a une révolution qui est en marche. Elle bénéficiera à vos enfants, tout comme aux nôtres, tout comme aux miens, tout comme à tous les frères qui sont ici, qui ont des enfants. Écartez-vous et ne vous interférez pas. Maintenant, plusieurs personnes ont été appelées. Dans le cadre de l'enquête, plusieurs personnes ont été entendues. Je me rappelle encore que c'était un incident qu'ils ont qualifié d'acte terroriste. Donc c'est clair que la France, elle a envoyé son équipe la plus costaud au niveau de tout ce qui concerne le terrorisme pour réprimander si réprimande devait avoir. Mais en est-il que nous sommes allés, comme convenu avec les commissaires et les commandants du quai des Enfers, ils nous ont entendus et ils n'ont pas trouvé en fin de compte des raisons vraiment valables pour nous incarcérer malgré avoir reconnu ou non les faits. Actuellement, M. Kazadi est toujours détenu parce que la France met une pression dessus. Vous suivez tous et nous savons tous qu'à l'échelle de la planète, toute la communauté s'est levée et liguée contre le gouvernement en place actuellement qui sévit et qui fait un peu trop du n'importe quoi vis-à-vis des personnes qu'il devrait protéger et servir. Alors voilà. Maintenant, c'est la France qui est en train, d'après eux, d'après ce qu'ils pensent, parce qu'ils pensent qu'on maintenant M. Kazadi derrière les barreaux de Fresnes, que les combattants à l'échelle planétaire vont se fatiguer, vont s'arrêter, vont être lassés. Or que non. Des Rex Kazadi, nous en avons plein. Il y en a plein qui courent chez moi, il y en a plein qui courent chez vous. Et il y en a même assis à côté de nous. Donc c'est plus un moyen pour nous mettre des bâtons dans les roues en pensant nous court-circuiter de cette manière qu'ils le conservent. Mais personnellement, je sais qu'ils n'ont aucun élément pour le maintenir là-bas. Donc on vient à se poser des questions. Si en France, effectivement, y a-t-il des prisonniers pour des raisons politiques que pour autre chose? Merci. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Izunga. Je me présente, je suis le porte-parole du PPK. C'est moi qui remplace Rex par intérim. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Voilà, moi j'ai plutôt une autre lecture de cet événement-là. Je pense qu'il y a un certain nombre d'erreurs qui ont été commises de les premières heures de l'arrestation, parce que je suis parmi l'une des personnes qui étaient informées. Et moi, si j'ai une remarque ou si j'ai une reproche à faire aux combattants, notamment à toi, Guélor, qui est notre organisateur. Voilà. Donc, c'est que tu as muselé l'information. Quand on a arrêté Rex, on avait la possibilité de le sortir le lendemain ou le surlendemain. Mais le fait de ne pas vouloir communiquer, le fait de confisquer l'information, a fait qu'on a maintenu Rex en prison. Donc, ça a permis effectivement aux enquêteurs de pouvoir cerner tout l'entourage de Rex, parce que moi-même, personnellement, j'ai reçu une convocation de la police aussi. J'ai été convoqué par la police de ma ville, je me suis présenté, j'ai été interrogé sur mes relations avec Rex, parce qu'ils ont pris un relevé par rapport un relevé avec tous les numéros par rapport à SFR. Ils ont vu que j'étais très régulièrement en communication avec Rex. Donc ils m'ont interrogé sur mes relations avec lui, quels étaient mes rapports avec lui, et ainsi de suite. Je ne l'ai pas régné d'ailleurs, je dis voilà, je le connaissais, c'est un frère, je connais sa famille, sa femme, ses enfants et tout. On est dans un même mouvement, on milite ensemble, et j'ai expliqué les raisons pour lesquelles il y a eu une fréquence de communication entre lui et moi. Mais là, à ce jour, il y a un problème. Nous savons tous, même si vous ne voulez pas le dire, nous le savons tous. Si Rex il est là où il est aujourd'hui, parce qu'il a été trahi. Il a été trahi par qui? Parce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui, ex-président Patrick. On n'a pas changé les statuts. Il n'a pas été destitué. La situation fait que Patrick, aujourd'hui, il s'est mis, oui, en retrait par rapport au mouvement. Donc, lorsque Patrick et Rex ont été interpellés dans les premiers moments, les dossiers étaient complètement vides.
a été rempli par un combattant qui a décidé, lui, de mettre tout sur Rex et de faire en sorte qu'il soit libéré. C'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Quelle est la question? Voilà. Donc, non, c'est pas une question, c'est pas une question, c'est juste un éclaircissement. Parce qu'on a des compatriotes, ce sont des gens qui ont quitté chez eux. Ils ont aujourd'hui, on est samedi aujourd'hui, ils ont des choses à faire. Ils sont en train de déplacer aujourd'hui pour mardi, excusez-moi. Ils ont des choses à faire, il y en a même qui travaillent demain. Donc, ils se sont déplacés pour venir assister à cette conférence. Donc, je crois que par respect pour eux, il faut qu'ils partent avec quelque chose de concret, il faut qu'ils fassent quelque chose de concret. Voilà. Donc, il n'y a pas de question, il y a un éclaircissement. Merci. Bonsoir à tous. En fait, moi, c'est pas vraiment une question. Je voulais juste passer un message de soutien à mes frères qui sont là devant et à mon frère Rex qui est toujours incarcéré. C'est que j'allais dire, je me présente, je suis le colonel Ramsès II du JCK, la jeunesse consciente congolaise de France. Mes frères qui sont là, c'est pas des criminels, c'est pas des terroristes. C'est juste des jeunes gens, des jeunes Congolais braves, courageux, qui en ont marre que la France fout son nez dans le pays. Ils ont juste réagi par rapport au meurtre qui s'est passé ces jours-là au Congo. C'est pas un acte prémédité, ou c'est pas un acte criminel, ou c'est pas un acte terroriste, non. C'est juste les enfants du pays qui étaient en colère parce qu'ils ont perdu 2 ou 3 de leurs ces jours-là. Donc voilà, eux, tant que le gouvernement français mettra toujours son nez au Congo, on sera toujours là, on ne va pas lâcher. Parce que c'est la révolution congolaise qui a commencé. Et mes frères, Inge, je suis avec vous ensemble. Bonsoir tout le monde, Régis Tombeau d'Euronews. Alors là, on a un peu de confusion ce soir. Comme c'est une conférence de presse, on aurait voulu avoir des réponses à des questions en fait. Et on a l'impression que le frère qui est ici, en quelques minutes, a répondu à plus de questions que vous tous, avec les cinq questions qui ont été posées. Je sais que c'est difficile parce que, comme l'a dit le frère, on est tous en colère. Par rapport à ce qui se passe au Congo, on a tous des familles là-bas. Maintenant, on est combattants, vous êtes combattants aujourd'hui. D'autres ont décidé de ne pas se revendiquer en tant que combattants, mais juste en tant que Congolais en colère. Aujourd'hui, vous êtes combattants. Il y a un combat, entre guillemets, pas seulement physique, mais aussi un combat intellectuel. Il y a une pression psychologique sur tous les Congolais. Vous êtes des combattants et le combat aujourd'hui, demain il y aura un autre combat. Ce sera peut-être le combat de reconstruire. Aujourd'hui vous êtes des combattants sur le terrain, mais demain, quand le combat sera plus le même, qu'est-ce que vous deviendrez en fait? Et qu'est-ce que deviendra la jeunesse congolaise? Qu'est-ce que vous laissez à la jeunesse, parce qu'on a tous des petits frères, qu'est-ce que vous laissez à la jeunesse congolaise? Voilà la question. Régis, je réponds à ta question. Pour l'instant, pour le combat qu'on est en train de mener, c'est un combat politique qui est contre un gouvernement qui est en place. Mais on n'a pas dit qu'une fois que ce gouvernement-là allait tomber, qu'on allait arrêter. On a décidé de créer, par exemple, pour nous le JCK, c'est pour créer une structure qui sera adaptée, on va dire, à la jeunesse congolaise pour apprendre leur histoire et la culture congolaise, mais la vraie culture, pas celle qu'on voit dans les théâtres ou la musique, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il faut changer cette image-là des Congolais pour ramener en fait un nouveau vent en fait, avec un nouvel état d'esprit des Congolais, tout simplement. C'est-à-dire que notre combat ne se termine pas là, et il est encore bien au-delà de ça.
C'est par rapport à ça que je voulais te répondre. On a créé une association et dans pas longtemps, vous allez entendre parler de ça. C'est des choses qu'on est en train de mettre en place. Et c'est des choses qui vont arriver dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines à venir. Car par rapport à ça, il faut être patient, ne vous inquiétez pas. Notre combat ne fait que commencer. Très bien, je vous remercie pour toutes vos questions. Nous allons maintenant passer à la troisième phase de cette conférence. Je laisse la parole donc au père de M. Rex Kazadi, afin qu'il nous explique plus en détail la situation sociopolitique au Congo. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Zadi Nachedadova, c'est moi le père Rex. Je vais vous entretenir ce soir sur la situation sociale du Congo, l'actualité politique plutôt. J'ai une pensée pour tout ce que vous venez d'entendre de mon fils. Je pense mettre Cheikh Anta Diop dans ce qu'il a écrit comme en 1954, le livre qui s'appelle Nationnel et culture. Cheikh Anta Diop dit ceci: nous menons et on mène contre nous le combat le plus violent même que celui qui a conduit à la disparition de certaines espèces. Nous menons et on mène contre nous le combat le plus violent même que celui qui a conduit à la disparition de certaines espèces. Je suis mal à l'aise avec le micro. Je préfère le mettre. Oui, ceci marche, c'est bon. On m'a demandé de vous parler aujourd'hui sur la situation sociale. Et je me suis remémoré un certain professeur historien, Bernard Durand, qui était mon professeur d'histoire de l'institution politique, qui lui-même citait le professeur Guilhem, qui parlait du moment de puissance biologique d'un peuple. Bio ici étant, bien entendu, la vie, c'est-à-dire la reproduction, donc le développement. C'est 7 d'au moins une journée pour en appréhender la substance. Pour moi, l'actualité du Congo, en ce moment précis, est marquée par les élections présidentielles et législatives qui ont eu lieu le 28 novembre dernier sur l'ensemble du territoire national. Les élections au Congo sont organisées, donc on va parler uniquement, précisément que des élections, parce que la situation sociale, ce sera un peu plus pour une soirée comme ça, comme aujourd'hui. Quant aux élections, les élections au Congo sont organisées par un organe technique nommé CENI, Commission électorale nationale indépendante. Elle a été créée par la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010. Nous allons parler de l'organisation, du déroulement et du déroulement des élections avant de conclure sur la crédibilité des résultats publiés par la CENI. Donc, en deux. Organisation et déroulement des élections. Je n'étais pas sur place. Je ne vais pas vous donner des éléments qui ne sont pas fondés. Donc, je vais faire un recours pour être précis et sérieux. À l'avis des experts internationaux qui étaient sur place,
Je cite ici une organisation qui s'appelle International Crisis Group. Cet organisme note ceci. Le scrutin constitue l'aboutissement d'une année de préparation tendue, caractérisée par un déséquilibre politique favorable au président à l'exercice Joseph Kabila. Des fidèles du pouvoir ont été nommés à la commission électorale et à la Cour suprême en charge du contentieux électoral. Le scrutin, dit toujours le même organisme, a été marqué par une gestion chaotique des violences, des intimidations des électeurs, des bourrages des urnes. Le décompte a été aussi chaotique que le vote et dangereusement opaque. Les critères pour invalider les bulletins de vote ne sont pas clairs, notamment à Kinshasa, fief de l'opposition, et semblent particulièrement concernés. Je continue. Le refus de la commission électorale de publier les résultats par bureau de vote, et ce qui permettrait aux partis d'opposition et aux observateurs de vérifier dans les détails, est particulièrement révélateur. Les irrégularités du jour du scrutin sont un sérieux problème. L'impression est que les résultats sont falsifiés à huis clos. À l'issue de chaque vote, chaque bureau fait un dépouillement et affiche des PV devant le bureau de vote. Ce PV authentique, affiché est opposable à tous. Dans leur ensemble, sur le territoire national, les PV donnent Etienne Tshisekedi, largement vainqueur avec au moins 55% des suffrages exprimés de façon irrémédiable et irréversible. Chaque province fait sa compilation et envoie les résultats compilés à Kinshasa qui fait l'addition dans la somme des 11 PV de provinces et publie le nom du vainqueur. On ne fait pas de compilation à Kinshasa. La compilation est faite en province et la province qui a fini de compiler met un PV plus les colis, envoie ce colis à Kinshasa. Kinshasa reçoit les colis, les 11 colis de toutes les provinces, comme il y en a 11 et de plus en plus de Kinshasa, et fait l'addition et donne le résultat. Si vous suivez bien la télévision, vous verrez, chaque jour, on dit Kinshasa, ils sont en train de compiler, 45% de compilation. Il n'y a pas de compilation à faire là-bas. C'est l'addition des PV qui sont là. Alors, sur un PV qui est fait en province, il y a déjà le nombre total de la province. Et si on prend seulement ce nombre-là, avec une calculette, on additionne et puis on publie les résultats. Mais chaque fois que j'ai regardé la télévision, j'ai vu que le pasteur Ngoyi parlait de compilation à Kinshasa. Ça, ce n'est pas des choses qu'il faut accepter. Sur la validité des résultats, ici, comme au point précédent, je vous livre les conclusions du centre Carter qui sont identiques à celles des autres observateurs. Organisation internationale pour la justice, la MONUSCO, qui vient de parler dernièrement, j'ai pris ça sur le site qui regarde tout le temps avec rédaction de Roger Boncos. J'ai vu que la MONUSCO a fait pratiquement une petite condamnation, un petit virage pour dire que c'était douteux. Et en prenant, mais il n'était pas très clair dans l'explication parce qu'il ne condamne pas directement pour dire que c'est triché, c'est faux, mais il dit bon, c'est pour les prochains, comme si il fallait accepter Kabila président, de laisser une majorité se constituer afin de faire des colmatages. On verra. Il y a en plus, aujourd'hui, depuis avant-hier ou hier, le cardinal Monsengo, qui lui aussi a mis tout sérieux sur la validité du scrutin. Je continue de donner la lecture de mon propos. Les observateurs du centre Carter ont dénoncé les résultats de l'élection présidentielle congolaise dans un communiqué. L'ONG de l'ancien président Jimmy Carter estime que les résultats publiés par la CENI le 9 décembre 2011 manquaient de crédibilité. De son côté, le cardinal Monsengo déclare que les résultats ne sont
pas conforme à la vérité des urnes ni à la justice. Il s'est même livré à un exercice de calcul. Monsengo, il dit ceci: comment expliquer, par exemple, et comprendre que le 6 décembre, M. Tshisekedi, qui avait 5 927 000 voix sur 17 millions de votants, de suffrages exprimés, et le 9, 5 millions, pas 900, mais 800 000 voix de suffrage. Donc, il perd 64 000 voix, alors qu'on vient d'ajouter 34 000 bureaux. Donc, dans 34 000 bureaux, on n'a pas voté pour lui. Non, c'est qu'on n'a pas voté pour lui, mais ce qu'il avait déjà là, ça sort. Hein? Donc, même dans la tricherie, ils sont assez médiocres. Alors, nous remarquons qu'en dehors de la CENI, il n'y a aucune institution qui affirme la victoire de Kabila. C'est pourquoi les patriotes résistants, combattants, devaient continuer à manifester pour demander à la communauté internationale de faire respecter la volonté et les choix du peuple congolais. Notre peuple a été plus que courageux, je dirais même téméraire, face à la violence sans pareil dans l'histoire des élections. 18 morts à Kinshasa d'après Human Rights. Les Congolais ont voté pour une alternance démocratique. Kabila n'a pas de légitimité au Congo. Sur le plan diplomatique, quelques réactions sont à noter. Toutes les missions d'observation sur place indiquent qu'il y a eu fraude massive de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Dans ces circonstances, le gouvernement sud-africain ne peut en aucun cas reconnaître Joseph Kabila comme président élu démocratiquement. Ça, c'est une déclaration du ministre des Affaires étrangères et des Relations internationales de l'Afrique du Sud dans une lettre qu'il a adressée au gouvernement sud-africain le 11. C'est cette position qui semble être celle d'Aline Juppé et du ministre des Affaires étrangères, mais qui n'ont pas été assez précis. Mais c'est comme, comment on appelle ça, des hommes politiques qui ne veulent pas s'engager, mais qui veulent, en tant qu'humains, reconnaître que ça n'a pas été juste, mais en tant que politique, donc on se référait à la solidarité de leur gouvernement. Ceci était la fin de mon propos. Je voudrais revenir à la première partie dans mon introduction. Je parlais du chef Anta Diop. Vous devez savoir que l'histoire du monde, depuis l'histoire du peuple noir, depuis 800 ans, 8 siècles que nous sommes en relation avec l'Europe, est marquée par l'oppression, la domination des Européens sur les Noirs. Cette histoire a été écrite unilatéralement en faveur des Européens contre l'Africain. C'est grâce aux travaux de l'intelligence, de la clairvoyance d'un savant noir du pays du Sénégal. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer quand j'étais étudiant à Dakar. C'est un honneur d'avoir rencontré ce candidat que ces travaux en 1954 est arrivé à définir avec précision, et tout ce qui a été fait était des mensonges écrits par des groupes de gens qu'on appelle les africanistes. Ce sont des gens qui sont ici en Europe spécialistes des Africains. C'est-à-dire quand tu viens le voir, tu perds ta généalogie, tu le connais. Toi tu lui dis c'est mon père, c'était dit non. Tu vois, comme tu es comme ça, là, c'est peut-être comme ça. Il est sûrement des Bantous, du Tirandoua, tes ancêtres étaient ceci. Et comme ils avaient seul la plume à l'époque coloniale, ils ont écrit comme ils entendaient. Mais les travaux de Cheikh Anta Diop ont apporté la preuve que la civilisation, telle qu'elle existe dans le monde aujourd'hui, les Noirs africains, tels qu'Amit, sont à l'origine, c'est eux qui ont inventé tout. Les sciences, les arts, la religion, et ça en Égypte. Et l'Égypte pharaonique était un pays dirigé et habité par les Noirs. Vous allez remarquer quelque chose qui
qui est assez étonnant, c'est que les Noirs, à cette époque, ont dû comprendre qu'ils vont connaître une période de difficulté. Et pour assurer leur réalité, par l'image, ils ont construit des monuments grands comme les pyramides et surtout le Sphinx. Et quand vous voyez le Sphinx, il avait le nez du Noir. Et le Sphinx aujourd'hui, les sacrificalistes sont allés couper le nez du Sphinx. Ils ont coupé le nez du Sphinx et ils l'ont caché en Angleterre. Ce qui fait que, comme ça, quand quelqu'un regarde le Sphinx, il n'y a pas de nez, donc il ne peut pas savoir qu'il s'agit de la forme d'un homme de race noire. Mais la vérité est têtue, c'était déjà écrit longtemps par les fondateurs, auteurs de l'histoire, Hérodote et les Grecs, qui sont allés en Égypte en premier. Ils ont dit que les gens qui l'ont trouvé là-bas étaient des Noirs, ils avaient des cheveux crépus, et qui sont. Toute la Grèce a appris tout en Égypte. Après, c'est venu l'époque de la Rome qui a appris aussi en Égypte. Et puis, le maillon de transmission, c'était la Grèce qui a transmis la civilisation en Europe. Il faut retenir que dans la théorie de Cheikh Anta Diop, c'est la théorie du gène. Il y a un gène primaire, l'homme, le premier homme est africain, et donc il a migré à travers le monde, et c'est lui qui a donné naissance aux hommes qui sont ici en Europe, qu'on rencontre qui ont la peau blanche, à cause de la période où ils sont arrivés, il y avait le froid. Il y a eu 40 000 ans de froid, et les gens ont eu la mutation de la peau. Donc, c'était tout à fait naturel. Nous sommes en Europe aujourd'hui, nous sommes venus après les autres, mais s'ils sont devenus blancs, c'est qu'ils sont devenus blancs parce qu'ils sont arrivés au moment où ça pouvait changer. Et que nous sommes une seule race, et que les autres, ceux qui sont en train d'écrire des histoires, des mensonges pour vous dominer, comme ça, n'ont pas d'avenir. Il vous appartient de continuer votre combat. Et moi, je dis à ceux qui sont autour de moi ici, et ce que vous avez fait à l'ambassade, moi je vous dis, je vous donne 10 sur 10. Je vous dis, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui quelqu'un est en prison que nous allons condamner 70 millions de Congolais. Non. Parce que nous n'allons pas condamner 1 milliard d'Africains laissés sous la pression de quelques 200 familles qui contrôlent la richesse du monde. Non. Battez-vous. Battez-vous. Quand la France a fait sa révolution, je me souviens en 1989, ici, il y a eu la célébration du bicentenaire. La célébration du bicentenaire, c'est le bicentenaire de la Révolution française. Quand la France a fait sa révolution, est-ce qu'il y avait des procureurs de la République pour aller dire à tel de ne pas posséder l'acte? Non, quand il parle aujourd'hui, il vous dit que vous ne devez pas faire ceci, c'est pour servir qui? Parce que le procureur est le service de la dictature. Maintenant, on tue des gens, on prend des sangs, on prend de l'eau, on met de l'acide, on jette sur les gens, ça brûle. Vous êtes ici, vous ne faites rien. Vous voyez le procureur, il vous dira qu'il n'a pas de compétences. On fait quoi? On croise des bras? Alors, non. Je vous dis, nous sommes dans un état de nécessité et il faut faire quelque chose pour attirer l'attention du peuple français. Parce que je vous le dis, si le peuple français assimile notre démarche, il n'y aura pas de gouvernement qui soit ici. On le foutra des prochaines élections. Donc notre démarche peut être celle-là, avec des actions qui attirent l'attention et qui feront passer le message. Vous avez bien fait, vous faites bien. Nous avons été dans l'opposition avant vous. Je me souviens que nous n'avions pas les mêmes moyens, parce qu'il n'y avait pas il y a 20 ans, il n'y avait pas d'informatique. Il n'y avait pas d'internet, pas de téléphone portable, le téléphone même au linéaire ici, pour avoir des chassas, il faut aller le matin, et quand chaque fois que vous appelez, on vous dit, par encombrement, votre affaire est à ouvrir. Et on avait ça régulièrement tous les jours. Et quand on arrive à voir des chassas, c'était un exploit, et on était content. Et pour faire l'opposition à ce moment-là, démarche, on écrivait par courrier. Les lettres étaient ouvertes et lues par la police ici. La police nous a beaucoup emmerdés. Moi, j'étais plusieurs fois interpellé.
même dans cette affaire de l'ambassade, je ne vous ai pas dit, j'ai été convoqué par la police, j'étais entendu, ils m'ont pris tous les empreintes, des trucs comme ça, ils m'ont posé un certain nombre de questions. J'ai rigolé. Les policiers là, je me vois. J'ai rigolé. Je suis magistrat de formation. Je suis diplômé d'école de magistrature. Et quand j'étais auditeur au côté de Saint-Etienne, j'ai reçu des serments de policiers, devant moi. Donc quand je vois un qui vient me donner des leçons, je rigole un peu. Mais enfin, je laisse faire son boulot. Donc, nous sommes un peuple en difficulté. Nous battons pour notre liberté. Je suis à l'ambassade. Moi, je vous dis, si c'était moi, j'avais une arme, je la battue dans ça. Il n'est pas acceptable que les autres pays soient libres, sauf nous. Nous n'avons pas décidé d'être au Congo, nous sommes au chez nous. Si quelqu'un veut la matière première, il y en a plusieurs. Pour quelle raison il ne peut pas les prendre les mêmes matières premières avec le même prix acheté à un gouvernement régulé et légitime? Pourquoi faut-il qu'ils mettent à la tête du pays des vallées et des vallées qui n'ont aucune valeur? Donc il y a un autre point, une autre démarche dans le chef de ceux qui soutiennent Kabila, notamment la partition du Congo. Et pour la partition du Congo, je vous dis qu'ils n'y arriveront pas parce que nous avons commencé le combat. Nous allons amener le combat à un autre monde, au niveau des mondes des causes. Parce qu'au niveau des effets, nous pensons qu'ils sont assez équipés pour nous faire la face. Mais depuis cette année, nous travaillons à partir du Cameroun pour arriver à inverser la vapeur. Soyez certains, si nous ne gagnons pas, mais vous, en tout cas, vous allez gagner. Enfin, avec l'Union pour la démocratie et pour l'éducation sociale a commencé autrefois avec un groupe qu'on appelait Solidarité de 13, parce que c'était les 13 parlementaires, nous étions solidaires. À cette époque-là, il y avait des noms, et je vais citer ici un certain nom, M. Philippe Kabombaye, pasteur, qui était président, en tout cas parmi les premiers avec lesquels nous avons commencé le mouvement d'opposition. Si vous connaissez le Patrick Kabongo, parce qu'il est dans la salle. Est-ce qu'il est là, Philippe? Voilà. C'était un des premiers avec lesquels nous avons commencé, mais ce n'est pas. C'est mon aîné. C'est mon aîné. Hein? C'est mon aîné. Donc, oui, il va dire quelque chose. C'est un protestant, mais moi j'ai quitté le christianisme. Mettez-moi la lumière. Ingeta. 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 C'est Ingeta qui n'est pas démagogique. Vous me connaissez. Ingeta. Je suis le père spirituel de Rex Kazadi et de vous tous. Je voudrais vous dire 2 ou 3 choses et je vais terminer, je vous en supplie, asseyez-vous. Quand je suis le grand frère du papa de Kazadi et je voudrais d'abord vous remercier de tout mon cœur que vous soyez venus. Vous avez la pensée pour votre frère combattant. Vous êtes debout. Il vient de le dire, et nous le disons tous, mon épouse qui est là, votre maman, le sait. Nous sommes fiers de vous. Nous sommes très fiers de vous. Sachez-le du fond du cœur, Roger, tu le sais aussi, nous sommes très fiers de vous. Il y a une quinzaine d'années, on nous traitait comme des ordures, comme des espèces d'insectes. Nous étions la risée des nations.
mais on n'a jamais vu un mouvement de soulèvement planétaire comme celui que vous assumez. Aujourd'hui, vous êtes les ferments de la société civile. Que les élections prochaines nous donnent la victoire, comme nous le savons, la victoire formelle, ou que cette victoire formelle nous soit refusée, ce n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est que vous êtes là. Il l'a dit. Et on ne pourra plus faire du Congo n'importe quoi, parce que vous êtes là. Il faut que vous sachiez, vous représentez le socle sur lequel le Congo ne sera pas balkanisé. Vous ne vous battez pas pour vous défouler. Vous ne vous battez pas pour exprimer la colère. Vous vous battez pour dire, là où il y a le droit, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes capables de dire, le droit, c'est le droit. C'est cela. C'est cela qui fait que vous êtes debout, que tout le monde vous respecte. Je n'entrerai pas dans les choses trop compliquées et trop longues. L'essentiel a été dit. Je reviendrai sur la question qui nous préoccupe. Si j'ai dit que j'étais le père spirituel de votre camarade, de votre frère, je voudrais quand même en dire un peu plus. Je suis donc pasteur de l'Église réformée de France. Ma paroisse est à côté d'Antony, à Châtenay-Malabry. J'ai la responsabilité de la prison de Fresnes en tant qu'aumônier, en tant que pasteur. Et donc je vois Rex comme je veux, comme je vois d'autres détenus. Vous m'avez compris? Je voudrais vous dire qu'il est en très bonne santé. Il y a 3 ou 4 personnes dans cette salle qui l'ont vu. Ils savent qu'il est en très bonne santé. Ce n'est pas seulement la santé physique, parce que c'est un garçon que vous connaissez très bien, qui fait beaucoup de sport dans sa cellule. Il a une santé spirituelle de tonnerre. Quand je sors de sa cellule, je suis moi-même plein d'énergie, parce qu'il m'en donne. Il a une santé psychologique impressionnante. Mais surtout, ce qui me fait énormément du bien, c'est la clarté de ses idées et de son entendement sur ce qui se passe dans notre pays et dans le monde. Et j'ai un bonheur fou de pouvoir partager avec ce garçon sur des questions fondamentales qui concernent le devenir du monde et bien sûr le devenir de notre propre pays. Un aumônier est tenu en devoir de secret. Mais ce devoir de secret ne m'empêche pas de vous dire, comme à sa famille, qu'il va bien. C'est ce que je viens de vous dire, parce que vous êtes sa famille. Ce devoir de secret ne m'empêche pas de vous dire aussi qu'il est capable de donner, quand il a envie de le faire et comme il le souhaite, des messages qui sont des messages très profonds. Je ne suis pas le canal de ces messages. D'autres le font. Moi, je n'ai pas le droit de le faire à cause de ma position. Mais je peux savoir la teneur de message. Il me semble que ce qu'il faut bien comprendre, je suis désolé que tu n'aies pas abordé ce sujet ici, vous vous battez avec ce que vous voyez. Mais il y a ce que vous ne voyez pas, qui vous fait une guerre atroce. Si je parlais avec le lexique africain, je dirais, vous vous battez avec la sorcellerie. La sorcellerie, pas au sens trivial du terme, de tel noko ou de telle tante, je ne parle pas de celle-là. Je parle de la vraie sorcellerie. C'est laquelle? Elle est très simple. C'est quand un père ou une mère laisse ses enfants s'entrebouffer et se trouve complètement désarmé devant l'éclatement ou le délitement de la famille.
Est-ce que vous m'entendez? Le rôle d'un père, de toute mère, est quand ces choses-là se produisent, il sait que ce ne sont pas ses enfants, ni ses nièces, ni ses neveux qui apportent le feu. C'est quelqu'un d'autre qui fait ça. Vous comprenez ce que j'ai dit? Tu l'avais dit avec clarté à un endroit où nous étions, avec des gens très importants. Je voudrais vous dire que ne vous fatiguez pas en vous divisant. Parce que l'objectif de la puissance invisible qui est contre vous, c'est je n'ai pas de moyens pour les surveiller, ils vont faire ce boulot eux-mêmes. Ils vont se surveiller les uns les autres. Je vais inoculer auprès d'eux ce que l'on appelle la méfiance et la suspicion. Ils vont commencer à se méfier les uns des autres et il n'y aura plus de communication. Ils vont ainsi être incapables d'articuler un projet entre eux qui puisse aboutir. Ils vont commencer à s'entre-déchirer, à s'entre-bouffer eux-mêmes, et donc je n'ai pas besoin de le faire moi-même. Vous saisissez ce que je dis là? Je vous en supplie. Restez unis. Ne cherchez pas qui a fait quoi. Ne vous occupez pas de qui a dit quoi. Gaylor a dit une parole très importante, sans amertume. Si tu sens que tu es incapable de tenir ta langue et de fermer ta bouche, écarte-toi du chemin. Il n'a pas dit nous allons te tuer. Vous avez entendu ce qu'il a dit tout à l'heure, Gaylor? Il a dit si tu es faible, si tu sais que tu es fragile, écarte-toi du chemin, la révolution fait son travail tout seul. Est-ce que vous avez saisi ces paroles? Ne vous en faites pas de ceux qui sont fatigués, fragilisés, qui ne savent pas tenir leur langue et qui ne savent pas se comporter comme les Bantous se comportent. Ils vont suivre à leur propre rythme. Vous, vous êtes l'avant-garde d'un mouvement terrible. N'en doutez point. Devant Dieu que je crains, je vous dis, vous êtes l'avant-garde d'un mouvement incroyable. Allez-y, allez-y, nous sommes derrière. Nous vous portons, nous vous accompagnons, vous y arriverez. Ne vous occupez pas de ceux qui fatiguent. Ne vous occupez pas de ceux qui ratent. Quand on dessine ou quand on écrit, on peut faire des ratures. Ce n'est pas pour autant qu'on ne devient pas écrivain. Il y a toujours des brouillons. Il y a des gens faibles qui ne savent pas aller très vite. Mais vous en faites pas, nous y arriverons. Donc notre boulot en tant que père spirituel, en tant qu'idéologue, en tant que gens de savoir, c'est de vous dire, ne travaillez pas à la place des policiers français. Vous êtes en France et voulez communiquer sur congomikili.com? Contactez RM Communication au numéro qui s'affiche.